Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour. Je ne me prive pas du plaisir de vous lire un texte sur le Bushido. Alors peut-être que je vous l'avais lu, puisque Facebook me l'a envoyé dans mes souvenirs. Et ça m'a rappelé que là maintenant j'ai la possibilité d'illustrer les textes que je vous lis par de nombreuses photos. Donc je ne vous fais pas le texte en direct, et comme ça je pourrai rajouter des photos dessus. Donc ce sont des textes qui sont issus de livres d'études de spécialistes, les spécialistes du Japon. Je rappelle que les gens qui font judo, aikido, karaté, etc. ne sont pas des spécialistes du Japon. Vous voyez, moi ça fait 50 ans que je pratique les arts martiaux japonais, mais ça fait au moins 60 ans que je me passionne pour le Japon. Ça fait que je me passionne pour tout ce qui est oriental, vous voyez. Et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser au bouddhisme quand j'avais 10 ans. J'ai commencé à m'intéresser, on va dire, au judo, au karaté. J'ai acheté tous les livres que je pouvais. J'ai une bibliothèque qui doit faire, je sais pas moi, une centaine de livres sur le Japon minimum, puisque j'avais fait un centre d'études franco-japonais sur la civilisation japonaise à Saintes, avec une association qui s'appelait Passion Japon. Donc où je donnais des cours de japonais, où je faisais des cours d'origami. On avait reçu des japonaises, des amis qui vivaient au Japon étaient venus me voir. Donc quelque part, vous voyez, des spécialistes comme moi qui font 50 ans d'arts martiaux et qui s'occupent du Japon, qui sont passionnés du Japon, il n'y en a pas tant que ça. Donc ce ne sont pas mes études à moi que je vais pouvoir vous lire. Je vais me faire un plaisir de vous lire des textes de Pierre-François Suiri. Pierre-François Suiri il enseigne l'histoire du Japon à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc à l'INALCO. Jusqu'en 93, 96. Il est directeur des études de l'école française d'Extrême-Orient. De 1999 à 2003, il dirige la maison franco-japonaise de Tokyo. Il fait partie des fondateurs de la revue Sipango, que je conseille à tout le monde, cahier d'études japonaises qui fut secrétaire, de rédaction de la revue Annales, Économie, Société, Civilisation, de 91 à 93. Il est actuellement professeur honoraire de l'Université de Genève. Il fut directeur de la maison de l'histoire de l'Université de Genève, 2015-2017. Voilà, il est créateur Histoire et Cité, Festival Histoire et Cité, membre du comité scientifique de l'histoire depuis 2017. En fin de compte, c'est un spécialiste qui a écrit énormément de livres. Les guerriers dans la rizière, moderne sans être occidental, aux origines du Japon. Alors, les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, en 2017. En 2016, il a fait moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui. Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon, en 2014. En 2013, il avait fait Histoire du Japon médiéval, Le monde à l'envers, que j'ai lu, qui est magnifique. Nouvelle histoire du Japon, qui est le premier livre que j'ai lu de lui, en 2010. Et une flopée d'ouvrages collectifs aussi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu en 2014 le prix littéraire de l'Asie pour son ouvrage Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon. Il a également lauréat du 2017 du prix du Sénat du livre d'histoire et du prix Guizot pour son livre Moderne sans être occidental aux origines du Japon d'aujourd'hui. Voilà, alors c'est quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle. Donc pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens disent « Oh, j'aime pas trop son style, je trouve que c'est excessif ce qu'il dit ». C'est le spécialiste français du Japon. Le spécialiste français du Japon. Quand vous avez lu Le monde à l'envers, vous comprenez, en fin de compte, on ne peut pas juger le Japon avec notre mentalité d'occidental. Voilà. Donc, dans les textes qu'il a fait, alors je ne sais pas où je l'ai mis, il y a ce texte-là. C'est un chapitre qui s'appelle « Les samouraïs ont décliné avec l'essor de la bourgeoisie ». Pierre-François Suiri est un historien spécialiste de l'histoire du Japon. Voilà, donc ça, il parle en fin de compte un extrait de son livre « Samouraï, 1000 ans d'histoire du Japon ». Donc c'est quelqu'un qui l'interviewe, qui s'appelle Philippe. Alors il dit « Pouvez-vous
nous décrire le contexte historique qui a permis l'émergence des samouraïs. Pierre-François Souiri. À partir du IXe siècle, les petits notables de province, devant l'incurie de l'État central à assurer l'ordre, finissent par s'armer et constituent des groupes privés. Ils prennent en main la sécurité et cherchent à s'approprier les terres. C'est un phénomène de lutte contre l'insécurité, lié essentiellement au brigandage, et une volonté de s'armer pour se défendre contre les raids des voisins. La société se militarise progressivement dans un contexte où l'État est géré par une classe d'aristocrates et de fonctionnaires urbains, civils, lettrés. Cette nouvelle couche sociale qui émerge en province reste soumise à l'État central, mais conteste une partie de ses valeurs. En même temps qu'elle est fascinée par l'univers de la cour. Cela donne naissance aux samouraïs, qui sont d'origine multiple. Certains sont des notables provinciaux, d'autres sont des gardes armés, des hauts fonctionnaires, d'autres sont encore des fils de paysans, mieux nantis que les autres. Les premiers samouraïs sont éloignés de l'image d'Épinal que les Occidentaux en ont. Ils ne sont pas encore les loyaux serviteurs d'un seigneur soumis à un code d'honneur strict. Je répète, les premiers samouraïs sont éloignés de l'image d'Épinal que les Occidentaux en ont. Il y a deux grandes périodes dans l'histoire des samouraïs. La première court jusqu'au XVIe siècle et correspond aux temps médiévaux. C'est une société où les guerriers vivent à la campagne, installés dans des manoirs. Ce sont des seigneurs locaux, les gens qui vivent du travail de la paysannerie, qui la contrôlent, l'organisent et qui sont en conflit les uns contre les autres. Les guerres seigneuriales, qui sont des guerres privées, sont omniprésentes. À partir du XVIe siècle, il y a un renversement des choses, avec la prise en main du pouvoir par une nouvelle dynastie shogunale, les Tokugawa, qui tente de figer l'ordre social. Les samouraïs sont dès lors inclus dans de grandes alliances vassaliques dirigées par les daimyo, des seigneurs. Ils deviennent les administrateurs des fiefs. Ils sont obligés de s'arracher à leur campagne pour venir vivre en ville, où ils deviennent des stipendiés du seigneur ou du shogun. Leur nouvelle situation implique une fidélité totale à leur seigneur. Ils n'ont pas vraiment le choix, c'est leur seule source de revenus. Ils touchent des revenus, comme des fonctionnaires, ils touchent des revenus des seigneurs dont ils dépendent. Qu'est-ce qui distingue ces deux types de samouraïs du point de vue du tempérament? Les premiers, donc avant le XVIe siècle, vivent dans une situation extrêmement conflictuelle où la guerre est une réalité. Les seconds vivent dans un état de paix, la paix de Tokugawa. Ils font partie de la classe dominante. Ils bénéficient des formes de distinction par rapport aux autres couches de la société. Ils peuvent porter 2 sabres, monter à cheval. Les gens ordinaires doivent s'incliner devant eux. Mais dans la réalité, ils ne pratiquent pas la guerre. Dans la réalité, ils ne pratiquent pas la guerre. Les premiers étaient des guerriers campagnards, les seconds sont des administrateurs urbains, ce que, dans certaines BD traduites en français, on appelle des fonctionnaires. Voyez. Pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes du Bushido, le code de conduite des samouraïs? Nous y voilà, les amis. Le mot date de la fin du XVIe siècle. Il n'y a pas de traité de Bushido. Je répète, il n'y a pas de traité de Bushido. Ça n'existe pas. Sauf les traités très récents qui ont été écrits à la fin du XIXe siècle. En revanche, il existe un ensemble de valeurs attribuées à la caste guerrière que l'on a ensuite rassemblées sous le titre de Bushido. Elles sont apparues très tôt, dès le Xe, XIe siècle. Ces valeurs sont le courage, la loyauté, l'amitié, du compagnonnage, la défense de l'honneur, une forme d'abnégation devant la souffrance. Mais ça n'existe pas sur un traité, sur un code d'honneur, on est d'accord ? C'est un ensemble de valeurs que l'on a rassemblées, c'est-à-dire on a rassemblé comme ça dans le virtuel et on a appelé ça le Bushido. D'accord ? C'est pas un traité que les samouraïs doivent suivre. À la fin du XIXe siècle, une fois les samouraïs disparus en tant que groupe social privilégié, le pays est en train de se moderniser. Ces valeurs sont théorisées et assimilées un peu vite à ce qu'on appelle en Occident les codes de chevalerie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, les Japonais prenaient modèle sur les Français. Service militaire, les daimyo étaient en tenue de préfet, avec une épée Napoléon III, etc.
Donc là, on prend modèle sur la chevalerie occidentale. La question, le Bushido était-il vraiment appliqué par les samouraïs? Réponse de Pierre Souiri, spécialiste du Japon. Jamais. Jamais. Ces valeurs existaient, bien entendu, mais l'histoire du Japon est une suite de trahisons. On insiste sans arrêt sur la loyauté, d'autant plus qu'on trahit souvent. Toutes les grandes victoires ont été obtenues parce que la moitié du clan adverse a changé de camp avant la bataille. Regardez la bataille de Sekigahara, par exemple. On y a vu, a posteriori, une théorie de l'honneur absolu, qui ne fonctionne que dans la deuxième partie de l'histoire des samouraïs, 17e à 18e siècle, quand ils étaient devenus des administrateurs à la botte de leur seigneur, n'ayant d'autre choix que d'être loyaux. Ben oui, ils recevaient des revenus en coucou, ils recevaient de l'argent, donc et du riz, en fin de compte. Donc ils étaient obligés d'être loyaux. Sinon, voilà, c'est comme tu signes un contrat quand tu rentres dans une administration, par exemple, ou quand tu rentres à l'armée. Le fait qu'un groupe de guerriers soit au sommet de la hiérarchie sociale, notamment à travers le shogun, est-il un phénomène historique exceptionnel? Réponse. Je pense qu'il y a eu dans l'histoire deux systèmes féodaux, lesquels ont fonctionné. L'un en Europe de l'Ouest, l'autre au Japon. Une société féodale au sens strict est composée de petits seigneurs qui détiennent l'ensemble des pouvoirs régaliens sur un territoire. La seigneurie ont des pratiques vassaliques, c'est-à-dire que le service militaire est récompensé par l'obtention d'une terre que l'on reçoit de son suzerain. Le fief est fonde leur domination sur une petite paysannerie parcellaire. Ce système, sous une forme aussi étendue et généralisée, n'a pas été mis en place qu'en Europe de l'Ouest et au Japon. En Europe, la classe des guerriers est dirigée par un suzerain qu'on appelle le roi, mais ce roi a besoin de soutien de l'Église pour être sacré. Le roi de France est sacré par l'évêque de Reims. Le roi d'Angleterre est sacré par l'archevêque de Canterbury. Il en va de même au Japon. Le shogun n'est légitime qu'à partir du moment où il est officiellement reconnu par celui que nous appelons improprement l'empereur. Quand les Portugais sont arrivés au Japon au XVIe siècle, ils ont vu en lui un pape. L'empereur du Japon, donc, a un statut complexe. En fin de compte, l'empereur, celui ce qu'on appelle l'empereur, le Tenno, est le représentant du ciel. Tenno, il est la réincarnation, si vous voulez, de la déesse Amaterasu Omikami, qui est la fondatrice, la créatrice du Japon. Donc, effectivement, comme le pape est le représentant de Saint-Pierre, il est sur le trône de Saint-Pierre, eh bien, le Tenno est plus un pape qu'un empereur. Il représente la déesse Amaterasu. Voilà. Les Ronin, et surtout les Kabukimono, sont moins connus que les samouraïs. Pouvez-vous me parler de ces guerriers dissidents? Les Ronin sont des samouraïs sans maître. Vous en connaissez un, c'est Musashi. Au début du XVIIe siècle, avec l'arrêt des guerres civiles, les seigneurs ont été contraints de réduire l'importance de leur vassalité et ont mené une politique d'austérité vis-à-vis de leurs propres guerriers. De gré ou de force, ils ont été contraints d'en licencier un certain nombre. Les Ronin, ça veut dire hommes de la vague, n'ayant plus de revenus, durent trouver un moyen de gagner leur vie. Certains deviennent artisans ou marchands, d'autres deviennent des maîtres d'armes et ouvrent des écoles d'arts martiaux. D'autres tombent dans la misère ou dans la pègre. Un grand nombre de propriétaires de bordels sont d'anciens Ronin. Donc les gens qui appellent leur revue Ronin ou leur dojo Ronin, il faut savoir qu'il y avait quand même beaucoup de patrons de bordel qui étaient des Ronin. On dit que ce sont des samouraïs dans le déshonneur, les Ronin. Ils finissent clodos ou brigands, voilà. Les maîtres d'armes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Les Kabukimono, étymologiquement les déviants, surgissent aussi au début du XVIIe siècle. Ils s'habillent de façon voyante. Généralement en kimono de femme, vous voyez. Ils sont très provocateurs, ils ont des queues de cheval qui leur tombent jusqu'au bas du dos, des déviants. Un peu entre gangsters et samouraïs. Ils possèdent des sabres qui font presque 2 mètres de long, des armes terribles quand on sait les manier. Vous en connaissez un, c'est Sasaki Kojiro, l'adversaire du Ronin. Eh ben, les amis, du Musashi Miyamoto. Donc, on va porter au nu
deux grands samouraïs qui sont ultra connus, qui ont été mis sous forme de romans par Yoshikawa, qui ont été portés au cinéma par Kurosawa et autres, qui ont été faits en manga. Il y a un manga entier sur Sasaki Kojiro et un manga, une collection entière de mangas sur Musashi Miyamoto, mais les deux ne sont pas des samouraïs nobles, ce sont pas des samouraïs au sens où on veut parler des guerriers, etc. Il y en a un, Musashi Miyamoto, une espèce de psychopathe assassin qui a tué une centaine de personnes et qui regrette d'avoir passé sa vie, comment on peut dire, à chercher la manière la plus rapide de couper quelqu'un en deux, de le rendre handicapé, de le tuer. Il est mort puceau dans sa grotte en regrettant sa façon de vivre passée. Et puis Kabukimono, ça c'est Sasaki Kojiro, qui était un petit peu, voilà, c'était un déviant, ce qu'on appelle une personne bizarre chez nous. Ils s'habillent en femme, ils se font des coiffures de femmes, et ils ont des sabres qu'on appelle les perches à sécher, qui font 2 mètres. Donc ça n'a rien à voir avec l'honneur des samouraïs. Voilà, parfois on en voit qui se maquillent, comme les acteurs de kabuki. C'est quand même un peu bizarre. On va comment dire, porter au nu des gens qui ne sont pas des samouraïs, qui ne sont pas des héros, qui sont des assassins ou des déviants, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On entend souvent que c'est la modernisation du Japon au XIXe siècle et le contact avec les Occidentaux qui ont entraîné la relégation puis la disparition des samouraïs. Pensez-vous néanmoins que les causes de ce déclin sont plus lointaines? La réponse. Le déclin des samouraïs est amorcé dès lors qu'une autre classe sociale émerge. Une bourgeoisie urbaine et commerçante qui conteste l'hégémonie culturelle des samouraïs. Les samouraïs ne sont pas seulement la classe dominante. Alors ce qu'il faut savoir, il n'en parle pas, mais c'est que au départ, je l'ai mis dans mon livre, non, je l'ai mis dans mon livre sur la mystification, mais je l'ai pas là. En fin de compte, vous avez l'empereur, vous aviez les daimyos proches de l'empereur, les daimyos qui ne sont pas proches de l'empereur, et vous avez les samouraïs. Vous avez les paysans, et ensuite vous avez les commerçants. Sauf que là, les commerçants, ils vont se mettre, avec l'arrivée plus ou moins des Occidentaux, petit à petit, enfin des Occidentaux comme les Portugais ou les Hollandais, ils vont commencer à pousser les samouraïs aux orties et à dominer. Voilà, je dis ça un petit peu pour vous montrer que à l'époque Tokugawa, les samouraïs étaient au-dessus des commerçants. Donc je répète, je reprends, le déclin des samouraïs est amorcé dès lors qu'une autre classe émerge, une bourgeoisie urbaine et commerçante qui conteste l'hégémonie culturelle des samouraïs. Les samouraïs ne sont pas seulement la classe dominante, c'est aussi une classe moyenne. Ils représentent 5 à 7% de la population. À titre de comparaison, l'aristocratie française en 1789 représentait 1% de la population. La plupart des samouraïs sont pauvres. Le développement économique de la société les paupérise. Ils sont coincés dans un statut très hiérarchisé. Quand on est fils de daimyo, on devient daimyo. Mais quand on est fils de samouraï pauvre, on devient samouraï pauvre. La plus grande partie des samouraïs ne se satisfait plus d'un système qui a perduré pendant 2 siècles et qui ne correspond plus aux alentours de 1860 à la réalité des rapports de force sociaux. La culture des samouraïs perdure-t-elle encore au Japon? Si oui, sous quelle forme? La culture samouraï ne perdure en rien, sauf dans le mythe, dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Ça fait partie du folklore. Quand je suis allé au Japon en 90, la première année, je suis resté 3 mois là-bas. Je m'étais même mis carrément en rouge à la banque. J'avais je ne sais combien de déficits, on va dire, de trous. Eh bien, tout le monde me disait, alors t'as été au Japon, t'as vu les samouraïs. Il faut dire qu'en 90, t'avais pas Internet pour aller chercher des informations, les amis. Les gens faisaient pas des sites Facebook en se disant spécialistes des arts martiaux et des samouraïs. À 15 ans, 16 ans, tu vois, en rentrant de l'école, fallait aller sur place, quoi. Fallait aller sur place. Donc non, ça fait partie du folklore, les amis. Les Yakuza se revendiquent des samouraïs. Les Yakuza, réponse, sont tous sauf des samouraïs. Ils sont en général issus du milieu très pauvre et se sont construits une fortune en se mettant hors la loi. Ils reprennent une sorte de Bushido réinventé avec des éléments issus du confucianisme.
Dans les films, le chef des Yakuza est souvent représenté assis derrière un paravent où est inscrit le caractère Jin, un des grands mots du confucianisme qui signifie bienveillance. Le rituel qui consiste à se couper le petit doigt n'a rien à voir avec les samouraïs. De même pour le tatouage. Les samouraïs n'ont jamais été tatoués. C'était au contraire considéré comme un signe de barbarie. Les Yakuza se battent souvent avec des armes blanches, mais cela est surtout dû au contrôle des armes à feu très strict au Japon, bien plus qu'en France. Ils ne se battent pas avec des sabres pour imiter les samouraïs, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, donc ça c'était le texte de Pierre-Yves Souris, attends, j'ai perdu le prénom, excusez-moi. Pierre-François, oui, Pierre-François Souris, c'est quand même, c'est pas rien, quoi, c'est pas rien, c'est le spécialiste en France du Japon. Et là, j'ai un deuxième spécialiste, ça ressemble beaucoup au texte que l'on trouve chez Olivier Ansart. Alors, je sais pas si c'est de lui, je regarde vite fait si ça vient de ce livre-là. Ah, tiens, j'avais même marqué une photo de moi avec Hiro Mushizuki. Il faudra que je la scanne. Donc, je regarde si c'est la comédie Bushido aujourd'hui. Donc, ouais, ce sont des extraits. L'invention et réinvention, traces du discours. Je ne sais pas si c'est un extrait de son livre, mais déjà, je vais vous lire ce que lui écrit. Alors, déjà, je vais vous raconter qui est cette personne. Après avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères, Olivier Ansart a été directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, puis professeur à l'université Waseda, une université japonaise. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Sydney, en Australie, spécialiste de l'histoire des idées dans le Japon prémoderne. Il est l'auteur de l'Empire du Rite, 1998, La justification des idées politiques, 2005, Une modernité indigène, Les belles lettres, 2014, et L'étrange voyage de Confucius au Japon, 2014. Et bien sûr, de Paraître et prétendre, L'imposture du Bushido dans le Japon prémoderne. Donc, il dit, alors est-ce que je l'ai là? Il dit, loyauté, honneur et courage, telles auraient été les vertus des samouraïs de la voie des guerriers, Bushido, du Japon prémoderne. Le présent essai explique pourquoi leur vie était cependant plus souvent faite de mensonges, de trahisons et d'impostures. Tiens, là aussi, il parle de ça. Donc le samouraï n'est pas forcément le héros dont on parle, samouraï karaté club, samouraï bushido machin, Yamabushi samouraï. Oh les mecs, faut arrêter, on est en 2022, on peut se renseigner quoi. Comme disait le professeur Raoult, on va pas s'excuser d'être intelligent, on va pas s'excuser d'avoir du savoir, d'être cultivé. Peu de cultures emportaient aussi haut que celle du Japon l'exaltation de la voix des guerriers, le Bushido. Celle-ci prenait la forme de discours, de textes, des codes de représentation et des comportements ritualisés qui changèrent profondément avec le temps et les circonstances politiques, économiques et sociales. Ce livre est consacré au discours qui se développa pendant l'ère Tokugawa, entre 1603 et 1868, et entretient alors avec les réalités de la vie des guerriers, les bushi ou samouraïs. Des rapports très différents de ce caractéristique des périodes précédentes, comme l'avait dit Pierre-François Souris. Certes, il avait toujours été et sera encore fort loin de simplement refléter la réalité des comportements des guerriers, mais c'est au cours de l'époque Tokugawa que la dimension théâtrale du discours de la voix des guerriers, avec les mensonges et les impostures dont il était saturé, je répète, c'est à l'époque Tokugawa que la dimension théâtrale du discours de la voix des guerriers avec les mensonges et les impostures dont il était saturé acquit une dimension nouvelle. Ces guerriers qui n'en étaient plus, c'était plus des guerriers, c'était des fonctionnaires qui étaient à la solde d'un daimyo, mais ne pouvaient le faire voir devers des serviteurs qui, sous le masque de la loyauté, complotaient contre leur maître, des truqueurs sans vergogne de généalogie imaginaire,
Hein, pour être samouraï, ils s'inventaient des généalogies comme quoi ils étaient nobles, tu vois. Des tricheurs, menteurs en série, des amateurs de confort douillés qui brandissaient des armes qui n'étaient plus que de symboles vides. Et il parle des samouraï, et de dire que le soi-disant Bushido qui était rapporté, c'est du mensonge. Je parle souvent de la chanson de Roland, tu vois, c'est-à-dire des trucs complètement aberrants, si on veut comparer à nous. Donc, par exemple, samouraï, ça vient de sabulu, qui veut dire servir. Hein, par exemple, dans les monastères, vous faites le samu, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire vous nettoyez les chiottes, vous transportez le charbon, vous allez couper du bois, vous allez préparer le riz, c'est le samu. Entre deux zazen, dans une séchine, on fait le samu. L'habit que portent les moines à ce moment-là, c'est un samui ou un samugi, mais le G est enlevé, ça fait samui. Ah, d'accord, Atsumi Sensei souvent est en samui, hein, Kasem souvent se met en samui. Voilà. J'ai des photos aussi au Japon avec en samui, mais bon, moi j'ai une ordination zen, hein, donc ce n'est pas un symbole vide pour faire le cake dans mes stages. Hein. Je mets d'abord jamais mon samui dans les stages. Voilà, donc Olivier Ansart. Maintenant, le deuxième texte que je vais vous lire, je n'ai pas l'auteur, mais je pense que c'est Olivier Ansart. Il est vraiment très significatif. Donc je vais vous le lire quand même parce que il est très bien documenté. Il y avait un texte que j'avais pris aussi sur Internet qui s'appelle aussi l'imposture du Japon, l'imposture du Bushido, pardon, où le Bushido cette imposture, etc. Bon, vous avez dit Bushido. Vous avez dit Bushido. Atsumi Sensei, ça c'est de moi, a écrit plusieurs fois dans ses ouvrages que cette histoire du Bushido était un leurre pour occidental, inventé au XXe siècle par Inazo Nitobe, qui n'était pas samouraï mais romancier et quaker. Donc un chrétien évangéliste d'une secte, comment on appelle ça, non pas catholique mais l'autre, j'ai perdu le nom, excusez-moi. Voilà. Donc c'est un Quaker, c'est comme les Amish, tu vois. Quand il était enfant, il a été tout de suite envoyé chez ces protestants, là, des protestants. Là, il a tout de suite été envoyé là-bas, chez les Quakers, donc c'était la fin du 19e siècle. Il a jamais rencontré un samouraï de sa vie, quoi. D'accord. Alors je répète. Par Inazo, inventé, donc il parle, le Bushido était un leurre, donc une invention, une tromperie pour occidental, inventé au XXe siècle par Inazo Nitobe, qui n'était pas samouraï mais romancier quaker, en s'inspirant du Hagakure de Josho Yamamoto, fonctionnaire comptable attaché aux écritures n'ayant jamais combattu, et du Budo Soshin Shu de Daidoji Juzan. C'était des conseils sur la façon de s'occuper des samouraïs. Voilà. Je viens de retrouver ce texte dont j'ignore la provenance, mais qui en dit long sur le sujet. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, le texte commence ainsi. Un code d'honneur originaire des États-Unis. Bah ouais. Les samouraïs, caste privilégiée, pesèrent lourdement sur la population japonaise par leur nombre, alors qu'il n'était que 4-5%, 5-7%. Dans certaines grandes villes de province et dans les capitales, la moitié de la population était samouraï. Un samouraï pour habitant. En 1600, un peu plus de 500 000 samouraïs contrôlaient une population de 20 millions de Japonais. Et en 1868, lorsque la caste samouraï fut dissoute, leur nombre était passé à 2 100 000, pour une population de 46 millions d'habitants. En 1868, à l'occasion de la restauration Meiji, pouvoir éclairé, dit Meiji Jidai, le peuple japonais fut officiellement divisé en 5 catégories. Oula, j'ai trop agrandi. Est-ce que je peux l'agrandir un peu? Voilà, en 5 catégories. Les Kozoku, proches de la famille impériale, c'est ce que je vous disais. Les Kazoku, anciens daimyo et nobles. Les Shizoku, anciens samouraïs. Les Sotsuzoku, anciens Ashigaru, c'est-à-dire la piétaille, l'infanterie, hein, et soldats. Les Heimin, gens du commun. Le nom de samouraï n'était plus utilisé depuis 30 ans, lorsqu'il portait le titre de Shizoku.
lorsque parut en 1905 un livre ayant pour titre Bushido, 1905, en anglais. La voix du samouraï, dont l'auteur était le romancier, un mec à l'imagination fertile, Nitobe Inazo, 1863, 1933. Donc, quand il avait à peu près moins de 10 ans, et qu'il était avec les Quakers, à Hokkaido, là-bas, au nord du Japon, eh bien, il avait moins de 10 ans quand la caste, il a dû avoir 8 ans quand la caste des samouraïs a été dissoute. Il n'a jamais pu voir des samouraïs se battre, par exemple. C'est l'exemple parfait d'une mystification des informations réussies. Il parle de Bushido. C'est l'exemple parfait d'une mystification des informations réussies. Effectuant des études aux USA, où il s'était converti aux Quakers, secte chrétienne invitant à trembler devant Dieu, l'auteur avait écrit cette fiction, il parle de Bushido, cette fiction, comme il le dit lui-même dans l'introduction, en s'inspirant de cas isolés qui lui avaient été contés dans sa jeunesse. Partant de ces cas d'exception célèbres, il inventa un code d'honneur qu'il nomma Bushido et donna à l'ensemble des samouraïs toutes les vertus susceptibles de faire reconnaître la culture du Japon comme hors norme. Dans un autre texte que j'avais vu, c'était un texte qui datait du début du siècle, qui parlait justement en réponse au Bushido. En fait le compte, un Quaker avait demandé aux États-Unis à Bushido, mais est-ce que vous, les Japonais, vous avez une morale comme nous, on a une morale chrétienne? Et lui, il était perdu. Donc, comme c'était un romancier, il a dit, attends, moi je vais t'en trouver une morale. Et il en a inventé une, voilà. Pour pas perdre la face, si vous voulez, en tant que Japonais. La mystification Bushido. Le Bushido n'avait existé que dans son esprit, et la seule utilisation de Do, Tao en chinois, est devenue populaire grâce au judo. Devrait suffire pour que l'on y soupçonne de la mystification. Pour séduire les Occidentaux, Nitobe Inazo fit un amalgame audacieux entre les samouraïs de la période glorieuse des guerres civiles et les chevaliers occidentaux, encore une fois. Ce fut un immense succès littéraire, traduit dans toutes les langues, si bien que les Occidentaux et les Japonais eux-mêmes sont maintenant intimement convaincus qu'un code Bushido exista, et que tous les samouraïs possédaient les vertus décrites. Le concept du Bushido avait bien été élaboré au 7e siècle dans Budo Soshinsu, un vœu pieux qui échoua. Et à nouveau, en 1610, sur ordre du shogun Tokugawa, le Buke Shohato, également son résultat. Buke Shohato, c'était un livre qui était pour les daimyo, pour expliquer comment gérer les samouraïs dans son domaine. Vous voyez ? J'ai ces bouquins. Également son résultat. En vérité, il n'y eut jamais un code d'honneur écrit et appliqué. Il y eut ainsi plusieurs tentatives pour calmer l'ardeur des samouraïs, invitant ces derniers à plus de politesse, reigi, de sincérité, makoto, d'humanité, ninyo, de magnanimité, doryo, de générosité, ansha, et même de compassion martiale, bushi no nasake, mais qui n'apportèrent aucun changement dans leur comportement, pour la simple raison que ces vertus amoindrissaient leurs devoirs sans réserve, giri, leur loyauté absolue, shugi, leur indifférence devant la mort, enryo, ainsi que leur esprit de décision, shiki. Donc, pourquoi dans les fédérations, quand vous allez regarder sur les portails des fédérations, par exemple judo, aikido, karaté, on vous parle des codes d'honneur du Bushido, on vous fait des compétitions genre la coupe du samouraï, la coupe du shogun, la coupe Bushido, et on fait, comme j'ai vu pendant un moment, je dois l'avoir encore, la FF Kama, c'est pour les montre des enfants, des enfants en kimono, avec comme nous, comme les ancêtres samouraïs, je sais plus, tu vas développer les vertus du Bushido. Mais quel est le rapport avec le karaté, le Bushido, si ce n'est que ça appartient au XXe siècle, vous voyez? Donc, les samouraïs eux-mêmes ne pouvaient pas avoir l'occasion de suivre ces vertus, la droiture, la générosité, la compassion, etc. Non. Donc pourquoi l'exiger des enfants au XXIe siècle en France, si même les samouraïs ne pouvaient pas le faire à leur époque?
voyez, alors évidemment, on va me dire, c'est quand même des vertus qui sont intéressantes. Oui, mais les samouraïs, pourtant, ne pouvaient pas les suivre. Voyez, donc, évidemment, c'est bien de dire aux enfants, il faut que tu sois sincère, que tu fasses tes devoirs, etc. Mais qu'on parle pas de samouraïs, les amis. Tu vois? Alors néanmoins, tout lecteur fut persuadé, et là encore, que les samouraïs de la période féodale nippone, la plus glorieuse, de 1192 à 1603, avaient eu les mêmes comportements chevaleresques que les chevaliers occidentaux de la table ronde et des 8 croisades. La première en 1096, la grande, et la seule nettement victorieuse, et la dernière en 1291. Que l'écrivain Nitobé glorifie la bravoure, l'indifférence devant la mort, la loyauté et l'esprit de décision du samouraï était tout à fait exact, mais là s'arrêtait la comparaison. La chevalerie occidentale était la fine fleur de la noblesse, tandis que les samouraïs étaient d'origine paysanne. Beaucoup. Les chevaliers étaient libres et défendaient le faible et l'opprimé, ceci par esprit chrétien, tandis que les samouraïs étaient des mercenaires au service d'un daimyo et recevaient un solde en koku de riz. Donc c'était simplement il dit mercenaires, on aurait pu dire fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui étaient payés, des soldats armés, des milices armées, plutôt milices, ouais, des milices armées qui devaient protéger, aller protéger les collecteurs d'impôts, par exemple, tu vois, des choses comme ça, quoi. Dans les villages, il y a beaucoup d'histoires là-dessus d'ailleurs. Donc c'était des mecs qui avaient pas besoin de faire la guerre, ils recevaient de l'argent comme ça. Quand arriva MacArthur, qui commandait en chef l'armée d'occupation, il fit expulser tout ce qui était considéré comme ayant un caractère féodal. C'est là que je vous dis qu'il avait jeté des tas de sabres de samouraïs de la guerre devant Tokyo, dans la baie de Tokyo. Le Bushido, considéré comme féodal et très proche du militarisme, était alors une idée qu'il fallait expulser. Le bannissement du Bushido, bien qu'il ne fût qu'officiel, avait causé dans le Japon un sentiment d'instabilité. Aujourd'hui, un vide existe dans la vie morale des Japonais. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune morale au Japon, mais celle d'aujourd'hui n'a plus l'autorité et l'influence d'autrefois. Les parents sont souvent embarrassés pour instruire leurs fils. Les professeurs hésitent à réprimander les élèves. Bien que le ministère de l'Éducation essaye de définir les principes de l'éducation morale, les Japonais ne s'accordent pas sur les principes qui pourraient rallier leur approbation unanime. C'est normal, parce qu'il y en a qui sont plus bouddhistes, d'autres plus libéraux, d'autres plus confucianistes, d'autres plus shinto. Vous voyez, donc ils sont pas tous d'accord, plus taoïstes. Vous voyez. S'il n'est pas raisonnable de croire à la restauration du Bushido, il serait également irraisonnable de prétendre établir une morale en dehors de la tradition nationale. Établir une morale nouvellement basée sur les mœurs anciennes et adaptée à la situation, établir une morale nouvellement basée sur les mœurs anciennes et adaptée à la situation actuelle, c'est là le problème du Japon actuel. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bushido était quelque chose que, Baden-Powell aimait bien aussi, mais tous les dirigeants SS. Tous les dirigeants nazis adoraient le Bushido. Goebbels adorait le Bushido. Himmler adorait le Bushido. Les jeunesses hitlériennes adoraient le Bushido. C'était un conte, mais bon, les valeurs du Bushido, ça ressemblait un petit peu aux Valkyries, aux anciens Vikings. Toi, il y avait quand même quelque chose là, toi. Donc, ils aimaient bien. Et d'ailleurs, les guerriers japonais, qui étaient eux aussi issus de la paysannerie et qu'on envoyait tuer les gens en Chine, eh bien, ils étaient vraiment dans le zen guerrier et dans le Bushido. On leur parlait du Bushido, alors que le Bushido venait d'être inventé 20 ans avant, qui viennent massacrer les Chinois à Nankin. Voilà donc les amis, ce que je voulais vous dire, et je vais vous illustrer ça avec des photos. Qu'on arrête de se prendre la tête, nous ne sommes pas japonais, nous ne sommes pas des samouraïs, nous ne sommes pas au 15e, 16e siècle. Donc, arrêtez de parler du Bushido, c'est du bullshit-do, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, c'est quelque chose qui est... Quelqu'un qui marque sur son dojo Bushido machin truc, ça prouve simplement qu'ils n'y connaissent rien en art martial et qu'ils font ça pour le business. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. La même chose avec Yamabushi, où les gens parlent de Yamabushi, guerrier de la montagne, alors que les Yamabushi sont célèbres au Japon pour ayant été des ascètes. Au Japon, vous avez les Yamabushi, ceux qui se cachent dans les montagnes, ceux qui dorment dans les montagnes, et les Kranbushi,
ceux qui dorment dans la plaine, ça c'est chez les moines. Mais aussi Yamabushi, c'était tous ceux qui étaient éjectés dans les montagnes. Généralement, c'était les tatoués, hein, c'est-à-dire les prostituées, les voleurs, ceux qui avaient commis des infractions pénales et que l'on tatouait pour les reconnaître, les jongleurs, les cracheurs de feu, les artistes. On a parlé tout à l'heure de ces personnes qui se promenaient avec des grands kimonos de femmes très colorés, des coiffures de femmes, etc. Donc toute la jante un petit peu olé olé du Japon, qu'on appelait parfois les non-humains, les Inin. Tout ça, c'est vraiment ceux qui se cachaient dans les montagnes, qu'on appelle les Yamabushi. Donc quand vous appelez votre dojo Yamabushi Karate Club, eh ben, je sais pas si ça existe, hein, mais il me semble qu'en Allemagne j'avais vu ça. C'est quand même, ça prouve que vous connaissez rien du tout, quoi. Samurai Club, c'est pareil, hein. Donc, je suis vraiment désolé, mais on va pas s'excuser, hein, tout simplement parce que vous avez pris parti pris pour un psychopathe assassin qui est Musashi Miyamoto, et un kabukimono qui a un kimono de kabuki. Un kabukimono, c'est celui qui s'habille comme les acteurs de kabuki, tu vois, qui s'habille en femme, qui se déguise, etc., et qui a un grand sabre, qui est Sasaki Kojiro. Donc, ça, je vous empêche pas, je n'interdis pas, bien sûr, de lire les romans, de regarder les films. Ça va entretenir votre mystification du Japon, parce qu'évidemment, tout est faux. C'est du cinéma, c'est du roman, c'est du manga, comme disait Pierre Swiri. Ça n'existe que dans les mangas, ça n'existe que là-dedans, quoi. Donc, comme il dit, la culture samouraï ne perdure que dans le mythe, d'accord ? Mythe, c'est-à-dire le récit des origines, le mythe. Hein. Les mangas, les jeux vidéo, le cinéma, c'est du folklore. Donc, quand vous voyez un roman sur Musashi, c'est du folklore. Voilà. C'était un Ronin, d'accord ? À bientôt, et les amis, et puis démystifiez-vous, c'est le plus important. Allez, à bientôt. Pour savoir le vrai, il faut connaître le faux. Vous avez compris, le faux. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il n'y a pas de honte, hein, à faire des recherches, il n'y a pas de honte à se renseigner, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai rien contre ceux qui ne savent pas. D'accord, on peut chercher, on peut faire des recherches, on peut trouver. Voilà, c'est bien d'apprendre le japonais quand on fait des arts martiaux, c'est bien de connaître la culture. C'est très intéressant. Bon, mais j'ai sans rancune alors pour ceux qui étaient adorateurs du Bushido. Hein. Quoi qu'il arrive, voilà, la vérité c'est toujours intéressant. Je vais vous laisser, il commence à avoir du vent et ça décoiffe. Allez, à bientôt.